Robson Martin était un représentant typique de la jeunesse privilégiée, avec ses appartements luxueux, sa voiture de luxe, ses coupes de cheveux à la mode et ses vêtements de marque. Cependant, lorsqu'il se rendait au travail, il se transformait complètement en un homme ordinaire, et de tout son style sophistiqué, il ne restait que sa coupe de cheveux, souvent cachée sous sa casquette de médecin. Robson Martin était le chef du service pédiatrique d'un grand hôpital multidisciplinaire. Le choix de sa profession a surpris ses parents fortunés, compte tenu de sa jeunesse tumultueuse et peu exemplaire. Il trouve sa décision un peu particulière, mais décide de l'accepter. Pendant un an, ils observent Robson étudier assidûment ses manuels, espérant qu'il se désintéressera bientôt de ses études difficiles. Mais Robson leur a prouvé qu'ils avaient tort. Il a terminé sa première année avec succès et est allé rendre visite à son oncle à l'étranger pendant les vacances. À son retour, ses yeux brillent d'enthousiasme. « Papa, tu ne peux pas imaginer le niveau de la médecine là-bas. Mon oncle s'est arrangé et j'ai passé quelques jours dans le service des enfants. C'était incroyable. Un jour, je veux devenir un super médecin comme eux. » Les parents de Robson échangent un regard surpris. Quelqu'un pouvait-il changer aussi radicalement en si peu de temps? Monsieur Martin fait alors une promesse, si tu réussis la deuxième année, je t'enverrai étudier à l'étranger. Tu mérites la meilleure éducation, mon fils. Et il a tenu parole, en voyant son fils étudier la médecine à l'étranger. Robson en est revenu avec un diplôme, un millier d'idées et le désir ardent de guérir tous les enfants du monde. Lors d'un dîner de fête, où plusieurs épouses potentielles étaient invitées sous couvert d'être des amis de la famille, Monsieur Martin a dit à son fils, « Robson, je respecte ton choix et je suis ravi qu'un médecin ait rejoint notre famille. Cependant, tu dois te rendre compte que travailler dans un hôpital public n'est pas la meilleure voie pour toi. » Robson, qui était occupé à discuter avec l'une des filles, a regardé son père avec intérêt. « Pourquoi ? Premièrement, tu ne gagneras pas beaucoup d'argent. Ensuite, pourquoi s'occuper de tous ces enfants ? Ils viennent de familles dysfonctionnelles. N'importe quel parent normal emmènerait son enfant dans un hôpital privé. » Robson sourit et répond, « Papa, je veux travailler dans un hôpital public. Premièrement, cela permet un développement professionnel diversifié. Ensuite, les enfants ne sont pas responsables de la situation de leurs parents. » Pour la première fois, Monsieur Martin n'a pas insisté sur son opinion, et Robson a ri en voyant l'intérêt disparaître des yeux des jeunes filles invitées. Pendant près de 2 ans, Robson se consacre à son travail. Il est en première ligne, principalement aux urgences, où il s'occupe d'une multitude d'enfants souffrant de pathologies diverses. Le directeur de l'hôpital lui dit un jour, « Tant que tu n'auras pas appris à ne pas te laisser envahir par la douleur, tu ne deviendras pas un bon médecin. Un médecin doit avoir l'esprit clair pour poser des diagnostics précis. » Robson se rend compte aujourd'hui de la sagesse de ses paroles. Au début, il avait envie de pleurer chaque fois qu'on lui amenait un enfant gravement malade, mais il a réussi à se contrôler, réalisant qu'il devait fournir les soins et les traitements nécessaires. Bien qu'il ressente encore de la douleur, il ne laisse jamais ses émotions interférer avec son travail. Il y a 3 mois, il a reçu un appel du directeur de l'école. « Veuillez vous asseoir, Dr Martin. » Robson s'installe, sachant que le directeur a la réputation d'être juste mais plutôt sévère. Il n'était pas rare que quelqu'un entre dans son bureau en espérant être félicité et qu'il en ressorte sans rien. Robson essaie de penser aux erreurs qu'il aurait pu commettre, mais rien ne lui vient à l'esprit. « Docteur Martin, aimez-vous travailler dans notre hôpital ? » « Tout va bien, demande le directeur. »« Docteur Fernando, j'aime mon travail et je suis satisfait de tout, répond Robson. Le directeur sourit. « Vous êtes la première personne que j'entends dire cela récemment. Normalement, tout le monde se plaint. Certains sont mécontents du salaire, d'autres de la charge de travail. Je n'ai pas à me plaindre. J'ai entendu parler de vos réalisations et de votre volonté d'assumer des tâches supplémentaires, et c'est très impressionnant. Lorsque je vous ai engagé, j'étais sûr que vous ne tiendriez pas un mois. J'ai même fait un pari avec l'un des superviseurs, et j'ai perdu. Maintenant, nous avons un problème. Le chef de votre service part à la retraite et nous avons besoin de quelqu'un qui puisse gérer le service et être un médecin exceptionnel. Après avoir examiné tous les candidats, je suis convaincu que personne d'autre que vous n'est apte à occuper ce poste. Pour être honnête, il s'est senti un peu dépassé. Devenir chef de service à l'âge de 30 ans était un honneur inattendu, mais il ne se considérait pas comme le meilleur de ses collègues. Certains médecins étaient plus performants que lui et avaient plus d'expérience. J'ai déjà signé votre rendez-vous.
Venez donc directement à votre bureau demain et nous changerons le panneau aujourd'hui. Dès lors, Robson a l'impression d'avoir toujours été le patron. Au début, son père a essayé de le transférer dans une clinique privée, mais lorsque Robson est devenu le patron, Monsieur Martin s'est détendu et lui a dit « D'accord, dis-moi ce dont tu as besoin. Je parrainerai ton service. » Robson a serré son père dans ses bras et lui a répondu « Papa, honnêtement, j'ai besoin de tout, mais je serai heureux de t'aider dans la mesure du possible. » Le service devient rapidement exemplaire, le meilleur de la ville. Même les parents aisés se demandent s'ils doivent emmener leurs enfants dans une clinique privée ou dans le service de Robson. Mais il n'y a pas de quoi s'étonner, le père de Robson est un homme de parole et bientôt, le service dispose non seulement de nouveaux équipements, mais aussi d'une bonne remise à neuf et même d'un immense écran plasma dans la salle de jeu. C'était le printemps. Robson a quitté la maison de bonne heure, pensant une fois de plus que les appels matinaux de sa mère étaient aussi revigorants qu'une douche froide. La chanson de maman était ancienne, « Cher Samuel, tu as passé la trentaine et tu n'es toujours pas marié. » Ensuite, il y avait de longues listes de ceux qui avaient déjà des petits-enfants, puis de ceux qui avaient des enfants et, pour le dessert, de ceux qui avaient au moins trouvé l'âme sœur. Madame Martim se demande ce qui ne va pas chez son fils. Robson ne pouvait pas dire à sa mère qu'il en avait assez de ces conversations, alors il écoutait patiemment, montrant parfois des signes d'attention. Robson avait des petites amies, mais dès que leur relation dépassait quelques nuits ensemble, elle commençait, pour une raison ou une autre, à envisager qu'il quitte l'hôpital pour ouvrir son propre cabinet. Honnêtement, Robson ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Il aimait son travail et ne l'aurait jamais échangé contre quoi que ce soit d'autre. Après de telles conversations, l'entente mutuelle a immédiatement pris fin et le numéro de téléphone de la jeune fille a été effacé du téléphone de Robson. L'homme avait un problème avec sa petite amie Jacqueline, une superbe brune. Elle était habituée à l'attention des hommes et savait exactement ce qu'elle voulait dans la vie. À ce moment-là, elle voulait devenir la femme de Robson. Lorsqu'il s'est rendu compte que Jacqueline apportait lentement mais sûrement ses affaires dans son appartement, il a immédiatement mis fin à leur relation. Mais elle n'a pas accepté la situation. Robson n'a jamais su comment elle avait réussi à faire un double des clés, mais une semaine plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé Jacqueline qui l'attendait, complètement nue. Robson était furieux, il avait prévu de regarder un match de football à la télévision ce soir-là, mais au lieu de cela, il a dû se débarrasser de cette présence indésirable et changer la serrure de la porte d'entrée. Robson a garé sa voiture sur le parking de l'hôpital. Il y avait peu de voitures, il était toujours l'un des premiers à arriver. Docteur Martin, entendit-il une voix derrière lui et se retourna. Le directeur de l'hôpital se trouve à quelques pas de sa voiture. Je vois que vous êtes un lève-tôt et que vous aimez arriver tôt. Robson préférait vraiment arriver tôt. Avant de faire sa tournée, il demandait toujours aux infirmières ce qui s'était passé pendant la nuit, quels enfants avaient mal dormi, lesquels avaient mal mangé au dîner, lesquels avaient pleuré et réclamé leur maman. Les infirmières de son service étaient incroyables. Et si quelqu'un ne voulait pas savoir comment les enfants avaient dormi la nuit, il quittait le service. Bonjour, docteur Fernando. Bonjour, docteur Fernando. J'ai une demande à vous faire. Hier, mon ami m'a appelé et m'a demandé de l'aide pour sa nièce. Elle vient de loin et étudie la médecine depuis 4 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, elle est pédiatre. Mon ami dit que la fille est intelligente, qu'elle étudie sérieusement, pas seulement pour l'apparence, et qu'elle veut vraiment être indépendante. Son oncle essaie de l'aider financièrement, mais elle refuse toute aide. La seule chose qu'elle a demandé est un emploi à temps partiel jusqu'à la fin de l'année scolaire, les week-ends et aussi pendant l'été, à n'importe quel moment. J'ai pensé que vous pourriez peut-être lui trouver une place dans votre service. Docteur Fernando, vous savez que mon service est plein de jeunes infirmières. Le printemps a commencé, tout le monde veut prendre des congés et il n'y a personne pour les remplacer. Envoyez-moi cette nièce et nous en parlerons. Je pense que ça va s'arranger. Merci beaucoup, car cette amie m'est très chère. Nous sommes amis depuis l'enfance et je ne peux pas lui dire non. C'est mon devoir de l'aider. Ne vous inquiétez pas, si cette fille est responsable du travail, je serai heureux de la prendre. Robson fait le tour de son service en vérifiant les patients nouvellement admis. Hier encore, il a réconforté une petite fille qui pleurait parce qu'elle était là pour la 3e fois et qu'elle n'arrivait toujours pas à s'habituer à être loin de sa mère. Puis il est retourné dans son bureau pour préparer sa tournée. Presque instantanément, on frappa doucement à la porte. « Oui, entrez » répondit-il. Une figure remarquable entra dans le bureau,
car il n'y avait pas d'autre façon de la décrire. Une jeune femme est entrée, mais ce n'est pas le plus important. Ses cheveux tressés couleur feu, ses yeux verts étincelants et ses lèvres pulpeuses étaient tout simplement stupéfiants. « Bonjour, le docteur Fernando vous a-t-il parlé de moi ?» dit la jeune fille en rougissant intensément. Robson la regarde, momentanément abasourdi. Après s'être raclé la gorge plusieurs fois pour se calmer, il finit par répondre. « Oui, nous avons parlé ce matin. Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. » Un sourire illumina le visage de la jeune fille, révélant des dents blanches impeccables. « J'habite tout près d'ici, en fait. » Robson eut envie de se frapper le front pour sa distraction. Il savait que la jeune fille vivait dans le dortoir de l'école de médecine, à quelques bâtiments de l'hôpital. Il consulte sa montre. « Bon, je vais faire ma tournée maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'accompagner et nous pourrons parler du travail après. »« J'en serai ravi, » répond-elle. « Quel est votre nom ?» demande Robson en souriant et en la regardant sortir un tablier de son sac et commencer à l'enfiler. Elle s'arrêta, leva les yeux et laissa échapper un rire soudain. « Oh, désolé, j'oublie toujours de me présenter. Je m'appelle Clara. Et moi, je suis Robson Martim. » Pendant ses tournées, il s'occupe des enfants malades, donne des ordres et interagit avec les jeunes patients. À la fin de la tournée, Clara l'admire profondément. De retour au bureau, elle soupire. « Un jour, je serai un aussi bon médecin que toi. Tu crois que j'en suis capable ? » Bien sûr que j'en suis capable. Vous vous souvenez de cette fille que nous avons soignée il y a 6 mois ? C'est notre voisine en ville. Ses parents étaient très inquiets de sa mauvaise santé. Lorsque vous l'avez diagnostiquée, vous avez complètement changé la situation. Aujourd'hui, elle est pleine d'énergie. Sa mère m'a même dit que vous étiez un véritable miracle pour eux. Avant, ils étaient habitués à la voir souffrante et désintéressée de tout. Vous parlez d'Alice, n'est-ce pas ? Robson se souvenait de cette patiente dont les parents avaient causé d'importants dégâts avec des remèdes maison malencontreux. Il s'en portait rarement, mais c'était différent avec eux. Il les a invités dans son bureau, a fermé la porte fermement et leur a fait part de son inquiétude. Il ne se contente pas de les réprimander, il les met en garde contre les dangers des vitamines qu'il donne à l'enfant. Il réussit à rétablir la santé d'Alice et, d'une certaine manière, à aider ses parents à mieux comprendre la situation. Oui, tout à fait. C'est incroyable comme le monde est petit. La mère d'Alice a dit que vous étiez la clé qui a tout changé pour eux. Elle voit les choses complètement différemment maintenant. Vous êtes un guérisseur, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Robson rit. On peut dire ça comme ça. Asseyez-vous, je vais appeler la responsable des soins infirmiers et voir comment nous pouvons organiser votre emploi du temps. Rosa, une femme robuste et professionnelle, experte et à la voix ferme, les rejoint bientôt. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, les infirmières se sont immédiatement redressées, mais son visage s'est incroyablement transformé à la vue de l'enfant qui se trouvait devant elle. Dans ces moments-là, elle parlait doucement. Ses mains sont aussi délicates que des plumes. Tout enfant qui croisait son regard s'arrêtait immédiatement de pleurer. Au départ, Robson se méfie de la responsable des soins infirmiers et se rend compte à quel point les infirmières ont peur d'elle. Il pense que ce type de relation interfère avec leur travail, jusqu'au jour où un petit garçon est amené en ambulance. Il était tombé d'une petite maison dans le jardin, s'était apparemment cassé la jambe et hurlait de douleur, évitant toute tentative d'approche. Ses mouvements frénétiques laissaient penser qu'il risquait de se blesser davantage. Maman était coincée dans les embouteillages et mettrait encore 30 minutes à arriver. Elle était au téléphone avec l'enseignant du garçon, essayant de le calmer et de le mettre en contact avec sa mère. Pendant environ 5 minutes, la salle d'urgence a résonné des cris désespérés du garçon, captant l'attention de près de la moitié de l'hôpital. Puis Rosa est arrivée et tout le monde s'est éloigné pour lui laisser de l'espace. Le garçon resta silencieux un moment, le temps de reprendre son souffle. C'est alors que Rosa a commencé à parler. À partir de ce moment-là, il n'a plus eu de crise et a même permis à Rosa de lui faire une injection. 5 minutes plus tard, le médicament a commencé à faire effet et ils ont enfin pu commencer l'examen. Plus tard, Robson a trouvé Rosa assise dans son bureau, regardant par la fenêtre. Lorsqu'il est entré, elle s'est levée et a demandé « Dois-je préparer ma démission ?» Robson a d'abord été surpris, mais il s'est vite rendu compte que Rosa comprenait parfaitement ses pensées et ses insatisfactions. Avant de s'approcher, il examine son dossier, 15 ans consacrés à la garde d'enfants, un bilan impressionnant.
Rosa, je suis venu m'excuser. Tu es la meilleure des puéricultrices et j'aimerais beaucoup que nous soyons amis. Pour la première fois depuis qu'ils travaillent ensemble, Robson voit des larmes dans les yeux de Rosa. À partir de ce moment, elles sont devenues de vrais amis. Peu à peu, Robson s'est rendu compte que l'expérience de Rosa ne se limitait pas à s'occuper d'enfants, c'était une experte dans son domaine, qui maintenait une organisation impeccable à tous égards. Lorsque Rosa a appris la raison de l'appel de Robson, elle n'a pu contenir son exultation. Dieu a entendu mes prières. Nous avons vraiment besoin d'une autre infirmière. Elle regarde Clara et lui dit, « J'ai cru comprendre que vous vouliez travailler avec nous. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?» Clara acquiesce. Je m'appelle Clara. Je fais des études de médecine et je veux acquérir de l'expérience dans mon domaine de prédilection. C'est pour cela que je suis ici. Ma priorité est de devenir médecin. Robson la regarde avec surprise, elle est exactement comme lui, dévouée à la médecine jusqu'à la moelle. Clara se mit au travail et Rosa lui rendit fidèlement compte des progrès de la nouvelle infirmière. Au début, Robson ne comprend pas pourquoi, mais il se rend compte que la directrice des soins infirmiers considère Clara comme sa protégée. Il décide de mettre les choses au clair et se rend dans son bureau. « Rosa, je vous dérange ?»« Non, docteur Martim, entrez si vous voulez. Thé ou café ? Je vous en serai reconnaissant. Du cacao, je n'en ai pas bu depuis des années. Je suis partant. » Alors que le cacao était servi et qu'une assiette de sandwich apparaissait devant Robson, celui-ci commença à parler. « Rosa, je crois qu'il y a eu un malentendu entre nous. Clara n'a rien à voir avec moi, c'est la nièce d'un ami du médecin-chef. Vous n'avez donc pas à m'informer de ses agissements. Elle est sous votre responsabilité, vous pouvez la discipliner ou la féliciter sans souci. Docteur, voyons. Vous pensiez vraiment qu'il se passait quelque chose dans notre service que j'ignorais ? Je connais les antécédents de Clara, la façon dont elle est arrivée dans notre ville et sa détermination. Et je peux vous dire plus, je me rends compte que vous l'aimez bien. Clara ? Je ne. Rosa, tu te trompes. Ce n'est pas mon genre. Rosa rit. Eh bien, docteur Martin, il semble que vous ne connaissiez toujours pas vos propres préférences. Les femmes minces et grandes sont à la mode, alors vous pensez les aimer. C'est comme les chaussures, vous savez ? Nous aimons et portons toujours ce qui est à la mode, mais à la maison, c'est un plaisir de porter nos pantoufles préférées. Réfléchit Robson. D'une certaine manière, le chef des infirmières avait raison, mais pas lorsqu'il s'agissait de Clara. Elle ne l'attirait pas du tout. Non, Clara n'était pas son genre. Mais Rosa avait peut-être ses propres projets, il n'y avait pas d'autre explication. Robson commença à remarquer Clara partout. Bien qu'il l'ait déjà vue auparavant, il ne pouvait plus la quitter des yeux. Il se rendit compte avec regret qu'elle avait un corps que beaucoup de filles rêveraient d'avoir, et chaque fois que leurs regards se croisaient, il se sentait gêné pour des raisons inexplicables, détournant rapidement les yeux pour éviter de penser à ses lèvres. Clara travaillait déjà depuis 2 mois et s'était rapidement entendue avec toutes les infirmières. Ce n'était pas une simple recommandation, elle était vraiment compétente. Un jour d'été, la moitié des médecins étant en vacances, Robson est de garde la nuit, affecté par hasard à Clara. Il ne sait pas si cela le rend heureux ou triste, mais une chose est sûre, il ne pourra pas dormir cette nuit-là. Après la ronde, Clara s'est précipitée vers lui. « Docteur Martim, nous avons besoin de vous dans la salle d'attente. Une fille est dans un état critique. » Il la suit jusqu'aux urgences, où il trouve une fillette pâle et malade, accompagnée d'une mère agitée. Pour la première fois, Robson a vu un enfant être traité avec un tel mépris par sa propre mère. « S'il vous plaît, arrêtez de parler comme ça, vous rendez l'enfant nerveux, » a fermement dit Robson. La femme lui lance un regard furieux. Elle a juste mal mangé. Lavez-lui l'estomac et allons-y. Qu'elle parte ou non, c'est moi qui décide, répond Robson en se concentrant sur la fillette qui le regarde avec crainte. Clara lui touche doucement la main et demande à parler à Robson. Il quitte la salle d'urgence. La fillette pleurait et, comme sa mère ne l'entendait pas, elle a demandé qu'on ne la lui rende pas. D'après les registres, cette femme n'était pas sa mère biologique, mais une mère adoptive. Un homme les attend à l'extérieur et il ne semble pas être une bonne personne. Robson regarde par la fenêtre et voit l'homme fumer en leur tournant le dos. « D'accord, nous nous en occuperons plus tard, » dit-il en se retournant vers la mère et la fille. « Malheureusement, nous devons garder la fille hospitalisée pendant que nous recherchons la cause du malaise. »
Elle restera ici jusqu'à ce que nous ayons effectué tous les tests nécessaires, conformément au protocole médical. Non, elle ne restera pas ici, elle rentrera chez elle. Écoutez-moi encore une fois, votre fille doit rester à l'hôpital pendant quelques jours. Vous ne vous souciez pas de ce qu'elle vit? Elle fait semblant. Elle peut tout faire, je la connais. Allez, Isabelle, lève-toi. Nous rentrons à la maison. Robson saisit le bras de la femme qui essayait de ramener la jeune fille à elle. Calmez-vous, s'il vous plaît. Si vous refusez de soigner l'enfant, je devrais faire appel à la police et au service de protection de l'enfance. Vous ne voulez pas mettre sa vie en danger, n'est-ce pas? Vous êtes sa mère adoptive, si je ne me trompe pas. Robson a l'impression que la femme est sur le point de l'attaquer, mais elle se retient. En quittant le bureau, elle marmonne, vous le regretterez. Je trouverai un moyen de m'occuper de vous. En partant, la jeune fille l'a regardée et l'a remerciée à voix basse avant de se mettre à pleurer. Robson se tourne vers Clara. Mettez-la dans une chambre et faites tous les tests nécessaires. Je serai là dans une demi-heure. Compris, docteur Martim. Robson appelle alors le médecin-chef pour lui faire part de l'incident. Écoutez, docteur Fernando, je vous préviens que j'ai le sentiment que la mère de cette fille va se plaindre aux autorités supérieures. Merci, docteur Martim. Ne vous inquiétez pas, je peux m'occuper d'eux. Faites ce qu'il y a de mieux. Robson remplit les formulaires. La fillette avait 8 ans, même si elle en paraissait moins de 6. Il fallait maintenant l'examiner de plus près. Il entra discrètement dans sa chambre. Il y faisait sombrer, étrangement, la lumière n'était pas allumée. Robson tendit la main vers l'interrupteur et s'arrêta. Clara était assise à côté d'Isabelle sur le lit et lui tenait la main. Elle parlait, ou plutôt Isabelle parlait tandis que Clara écoutait et posait parfois des questions. La jeune fille pleurait et il n'était pas facile de tout comprendre, mais dans l'ensemble, Robson comprenait ce qu'elle disait. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je ne veux plus partir. Je ne peux pas. Mon père nous frappe toujours quand nous faisons quelque chose de mal. Nous rentrons de l'école et il nous envoie directement au cerf, puis à l'étable. Ils ont une grande ferme et nous ne sommes que 4 à y travailler. Sais-tu ce qu'ils nous donnent à manger? Maman nous apporte du pain rassis et des pommes de terre. Parfois, nous devons boire du lait avarié. J'essaie de ne pas manger à la maison, ce n'est qu'à l'école qu'on nous donne à manger gratuitement. Mais hier soir, mon père était ivre et nous a fait manger du yaourt moisi. Je me suis tout de suite senti malade. Puis il m'a frappé à l'estomac. Je suis tombé et je me suis senti de plus en plus mal. Le matin, il a insisté pour que je vienne à l'hôpital parce qu'il avait peur. Clara demande, tu n'es donc pas seule là-bas? Non, il y a 3 autres filles en famille d'accueil, toutes âgées de 10 à 11 ans, et je suis la plus jeune. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont accueilli. Je peux à peine soulever un seau d'eau. Robson est choqué. Il avait déjà entendu des histoires similaires, mais là, il en était le témoin direct. Finalement, il appuie sur l'interrupteur. Vous allez rester dans le noir tout le temps, les filles? Clara sourit et explique, nous ne vous attendions pas, nous avons été distraites et nous avons oublié. Elle s'est levée, a commencé à aider Isabelle pour l'examen et s'est brusquement arrêtée. Puis elle regarde Robson d'un air confus. Il a regardé l'abdomen de la jeune fille et a vu une empreinte de botte claire. Il n'a rien dit et a continué à examiner attentivement la jeune fille. Il découvre également plusieurs ecchymoses et que la jeune fille est très maigre. 30 minutes plus tard, le docteur Fernando est assis dans son bureau, visiblement furieux et prenant même un sédatif. J'ai déjà appelé la police, elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Il faut encore 2 heures pour parler à l'officier de police, puis à l'assistante sociale, rédiger un rapport et obtenir l'autorisation de retirer les enfants. Au moment où l'assistante sociale et la police s'apprêtent à partir pour le domaine, elle s'interrompt soudain, je vais amener d'autres enfants à examiner, ils ont aussi besoin d'être pris en charge. Clara et Robson s'installent dans son bureau et prennent un café. Clara commande pensivement, je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin d'une si grande ferme s'ils ne peuvent pas s'en occuper eux-mêmes. Ah, Clara, je crois que c'est très clair. S'ils n'avaient pas d'enfants placés, il n'y aurait pas de ferme. C'est une question de profit. Non seulement les enfants travaillent sans relâche, mais l'État les paie bien pour cela. Ils ne les considèrent pas comme des personnes, ils n'ont aucune compassion. Mais comment est-ce possible? Si ce sont des orphelins, ils devraient être traités avec encore plus d'attention.
Clara, tu le penses parce que tu es humaine, mais pour eux, ce n'est que du business. La police et l'assistante sociale sont revenus 5 heures plus tard. L'assistante sociale répétait, c'était horrible, un vrai cauchemar. Il s'est avéré que, dans un premier temps, la police n'a pas été autorisée à entrer. Lorsque pratiquement tout le village s'est rassemblé devant la porte, le chef de famille, qui avait déjà un casier judiciaire, a commencé à résister en tirant. Heureusement, il a été désarmé sans faire de victimes ni de blessés et se trouve maintenant en garde à vue. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas des premiers enfants adoptés par la famille. 2 filles adoptées plus âgées ont fugué dès qu'elles sont devenues adultes. Elles ont été retrouvées et ont témoigné. Il est également apparu qu'un travailleur social était prêt à vendre des enfants pour de l'argent. Le docteur Fernando consultait souvent Robson pour obtenir des informations sur ses nouveaux patients et sur les progrès de l'enquête. Clara prenait également part aux conversations, en tant que témoin oculaire de ce qui se passait. Dernièrement, elle passait son temps libre dans la chambre d'Isabelle, ce que Robson a remarqué. Lorsqu'elle n'était pas de service, Clara achetait à Isabelle de nombreux livres et un gros lapin en peluche. Robson a fini par admettre qu'il aimait Clara plus qu'il ne le pensait, et il est resté muet d'amour. Récemment, Clara s'est rendue à son cabinet et a demandé au docteur Martim quand Isabelle serait libérée. Il lui a répondu que ce serait probablement la semaine suivante. Clara s'est assise, visiblement inquiète, et a demandé de l'aide à Robson. Celui-ci, sincèrement effrayé, lui demande ce qui ne va pas. Clara explique qu'elle ne peut pas laisser Isabelle parce qu'elle la trouve merveilleuse et intelligente et qu'elle veut l'adopter. Mais elle n'a pas de maison et pas de mari. Elle demande à Robson s'il peut la conseiller sur la marche à suivre ou s'il connaît un site internet où elle pourrait trouver un mari de substitution. Clara se met à pleurer et Robson, se rendant compte de sa générosité, s'assoit à côté d'elle pour la réconforter. Il lui propose d'aller dîner après le travail pour se distraire et trouver une solution ensemble. À la fin de la soirée, Robson se rend compte qu'il est profondément amoureux de Clara. Le lendemain, il profite de son jour de congé pour rendre visite à ses parents et se défouler. Sa mère l'accueille chaleureusement tandis que son père exprime une fierté silencieuse en appelant le médecin-chef de Robson pour le féliciter de son travail. Au cours du dîner familial, son père l'interroge sur le travail de Robson et il lui raconte ce qui s'est passé. Sa mère est si émue qu'elle a du mal à manger, inquiète pour Isabelle et admirant Clara pour son intelligence. « Papa, pourrais-tu user de ton influence pour aider Clara à adopter Isabelle ?» Mais le père ne répond pas tout de suite. Au contraire, il observe attentivement son fils. « Robson, j'ai l'impression que tu as d'autres choses à nous dire. »« Oui, papa. Ce n'est pas seulement cela. J'aime Clara et je veux lui demander de m'épouser. Je sais que ce n'est pas habituel dans notre cercle, mais c'est ma vie et je suis ici aujourd'hui pour éviter tout malentendu futur. Quoi qu'il en soit, je vais la demander en mariage. » La table resta silencieuse pendant un moment. Traditionnellement, son père prenait toujours les décisions dans la maison, aussi sa mère le regarda et elle en attendant sa réaction. Finalement, l'homme regarda sa femme et lui demanda, « Chérie, pourquoi es-tu encore assise là? S'il te plaît, apporte la bague de grand-mère. » Comment fera-t-il sa demande en mariage sans elle? La mère se lève rapidement et quitte la pièce. Robson savait qu'il existait une bague spéciale dans la famille, généralement offerte aux filles ou aux fiancés. Il se tourne vers son père et lui dit, « Papa, merci de ta compréhension. » Robson se dépêche d'aller travailler, même si ce n'est pas son jour de travail. Il courut dans les couloirs, surprenant tous ses collègues, et entra dans la pièce où se trouvait Isabelle. Comme il s'y attendait, Clara était également là, en train de faire la lecture à la petite fille. Toutes deux le regardent avec surprise. Robson ne remarque pas la porte qui s'ouvre derrière lui. Rosa apparut pour demander ce qui se passait. « Clara, veux-tu m'épouser? Je t'aime et je te promets d'être un bon père pour Isabelle. » L'infirmière en chef sourit discrètement et referme la porte. Tout se passait comme prévu, se dit-elle. Peu importe qu'elle ait un peu orienté la situation, encourageant Clara à demander conseil à Robson et suggérant qu'il saurait comment résoudre le problème. Clara se lève, stupéfaite. « Qu'est-ce que tu as dit? Comment pouvons-nous nous marier? Comment peux-tu m'aimer? Rosa t'a tout dit? » « Qu'est-ce que tu lui as dit? » demande Robson. « Je lui ai juste dit. » La jeune femme se rend compte qu'elle en a trop dit et reste silencieuse, embarrassée. C'est alors qu'Isabelle, souriante, intervient, « Docteur Martim, Clara a dit à Rosa qu'elle vous aimait beaucoup. Elle pensait que je dormais, mais j'ai tout entendu.
Clara est embarrassée et irritée, tandis que Robson sourit. Eh bien, il semble que tout se mette en place. Clara, voici l'anneau qui a traversé la lignée féminine de notre famille. Demain, nous irons au bureau d'enregistrement et nous rencontrerons mes parents. Il faut que tu aies cette bague, sinon j'aurai des problèmes avec ma mère. Timidement, Clara tend la main et Robson lui passe la bague au doigt. L'assistante sociale leur a été d'une grande aide après le mariage. Elle a rapidement organisé toutes les procédures pour l'adoption d'Isabelle. Te voilà, Isabelle. Félicitations à ton nouveau papa et à ta nouvelle maman, et à vous deux pour cette adorable petite fille. Elle tend à Clara un dossier contenant les documents d'Isabelle. Isabelle s'est jetée dans les bras de Clara et de Robson, les serrant très fort. La vie a repris son cours, mais dans une nouvelle direction, plus heureuse pour ainsi dire. En résumé, l'histoire de Robson et Clara est un voyage de connaissance de soi, d'amour et d'engagement. À travers les défis et l'adversité, ils découvrent qu'ils sont plus forts ensemble et que le véritable amour va au-delà des apparences et des conventions sociales. Cette histoire nous rappelle le pouvoir de transformation de l'empathie, du courage et de l'amour inconditionnel. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.